Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder l'histoire du logement durant les années 70. Il faut savoir que les années 70 ont été le cœur d'un mouvement massif d'habitants issus du monde rural et se déplaçant vers les grandes villes. Le nombre de personnes allant en ville ne fera qu'augmenter à travers les années, car l'image que reflétaient les exilés pouvait sembler complètement idyllique et tel un symbole de réussite pour certains jeunes cherchant du travail. L'État va donc prendre conscience de l'ampleur de cet exode rural et de l'explosion démographique dans les villes qui va mener à un développement urbain anarchique permettant d'assouvir les besoins de ces nouveaux habitants en termes de logement. La construction de logements sociaux en urgence va donner donc de l'espoir à ces villes devenues complètement désordonnées. On retrouvera une politique foncière basée sur l'implantation de logements sociaux en périphérie de la ville dans des terrains appartenant auparavant à l'État. Ces logements vont être sous forme d'immeubles à patio ou avec un rez-de-chaussée commercial permettant aux habitants de développer leur richesse. D'autre part, l'État va mettre en place aussi une remise à niveau des infrastructures qui va s'avérer très coûteuse. Et aussi, cette période va être l'apogée d'un certain nombre de décisions et d'actions telles la construction par préfabrication ou encore le recours à l'architecte dans la construction. Dans les années 70, le Maroc a connu le phénomène d'exode rural. Les gens quittent de plus en plus leur village pour s'installer dans les villes, à savoir la ville de Casablanca, dû aux conditions de vie très dures et l'absence de travail, ce qui a engendré une forte densité de population. Les résidents de logements collectifs manquaient de plusieurs besoins, tels que le manque d'équipement, le besoin de sécurité, manque d'espace vert et un besoin de crédibilité, à savoir des occupations illégales d'appartements. Casablanca a connu aussi une ségrégation socio-spatiale. On remarque une inégalité sociale de la densité démographique, c'est-à-dire une villa d'une famille de 5 personnes occupe un immeuble de 4 familles et l'immeuble lui-même occupe un bidonville de 8 familles. On trouve aussi une augmentation urbaine qui est liée au bassin d'emploi, c'est-à-dire plus il y a du travail, plus il y a de logements et plus il y a une densification de population. Sur le plan international, cette période est marquée par la remise en question de principes de production de logements établis durant l'après-guerre. Du côté outre-Atlantique, l'échec de politique fédérale de logement et le contexte politique chaotique constituent un terreau favorable à l'émergence d'une lutte contre l'urbanisme top-down qui génère une ségrégation sociale et de surcroît une ségrégation spatiale. En effet, les individus issus de minorités ethniques ne sont pas les bienvenus dans les suburbs qui fleurissent autour des grandes agglomérations américaines. De l'autre côté de l'Oural, l'Union soviétique entreprend de vastes chantiers afin d'offrir un toit à tous ses citoyens. On assiste à l'émergence de nouveaux modes de construction, ce qui permet d'atteindre les objectifs escomptés plus rapidement. Mais ce développement exponentiel génère de nouvelles formes de précarité avec la construction de logements dont la qualité laisse à désirer. Côté français, la période est aux réformes. On connaît la fin des grands ensembles puisque ces derniers ont été fortement dégradés. De plus, l'émergence de villes nouvelles encourage un nouvel exode urbain. L'État va introduire l'APL qui facilite l'accès à la propriété et un renouveau de la politique appliquée à l'habitat existant. Et on assiste aussi à un début d'une politique de rénovation des HLM, ce qui va permettre d'offrir à leurs habitants des logements de meilleure qualité. Au niveau économique, la société a connu un système d'autoconstruction. Les logements sociaux qui ont été construits durant cette période ont été établis dans le but de loger, mais aussi de permettre aux nouveaux habitants du milieu rural de préserver leurs richesses et de développer leur statut économique au sein même de la société. En parlant de l'autoconstruction, on va donner un exemple de quartier LML qui était connu dans cette époque. L'État a procédé pendant des décennies à partir des années 70 à une politique de lotissement économique comprenant des lots équipés d'une superficie moyenne de 80 jusqu'à 100 mètres carrés, développés essentiellement sur des terrains du domaine privé ou des terres collectives et destinés aux ménages appartenant à des couches moyennes du secteur privé et public. Par exemple, les salariés, les petits entrepreneurs, les artisans, les commerçants, etc. etc. Et les attributaires
peuvent y réaliser des constructions à l'usage de l'habitation sur la base de plans types de 2 jusqu'à 3 niveaux. R+1 est plus rarement en R+2, c'est-à-dire en autoconstruction. Les lotissements économiques d'État représentent une part énorme des superficies urbanisées au sein des grandes villes marocaines, dont Casablanca. Grâce aux réserves foncières du domaine privé de l'État, ils sont développés par les établissements publics de construction, mais également par des lotisseurs privés. Ils ont contribué à répondre à la très forte demande en logement due à la croissance urbaine des années 70 et constituent une très grande part du paysage urbain casablancais. Puis, la bonne qualité des infrastructures. Essentiellement, on parle de la voirie et les espaces publics. Et puis, la possibilité d'amélioration qualitative des espaces urbains, les espaces délaissés et les terrains à la statut public.